Le café était encore chaud quand ils ont frappé à la porte. Je me souviens très clairement de ce détail car je venais tout juste de me le servir, debout dans ma propre cuisine, dans cette maison où je vivais depuis 31 ans, et je n'avais même pas encore pris une gorgée. Le mug était posé sur le plan de travail à côté de l'évier, la vapeur saine échappait doucement, et c'est là que j'ai entendu frapper. 3 coups secs, le genre de coup qui ne demande pas la permission. Cela faisait 18 heures que nous avions enterré ma femme. J'ai posé le mug, je me suis dirigé vers la porte et j'ai cru une fraction de seconde que c'était peut-être le père Laurent qui venait prendre de mes nouvelles. Il l'avait fait la veille au soir. Il était resté près d'1 heure. Il n'avait pas dit grand-chose. Il s'était juste assis dans le salon avec moi pendant que la lumière déclinait dehors. C'était suffisant. C'était même plus que suffisant. Mais ce n'était pas le père Laurent. Mon fils, Thomas, se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés. Ma fille, Céline, était juste derrière lui, portant des lunettes de soleil alors que le ciel était gris. Son mari était resté dans l'allée, adossé à leur SUV, les yeux rivés sur son téléphone. Il n'avait même pas pris la peine de s'approcher de la porte. J'ai regardé mon fils un instant. Il avait les yeux de sa mère. Il a toujours eu les yeux de sa mère, et pendant très longtemps, cela me procurait un sentiment de chaleur. Mais en le voyant planté là ce matin-là, cela m'a juste épuisé. « Papa » a-t-il dit, « il faut qu'on parle. Laissez-moi revenir un peu en arrière, car si je commence l'histoire ici, sur le pas de la porte avec mon café qui refroidit derrière moi, rien de tout cela n'aura de sens sans ce qui s'est passé avant. » Ma femme s'appelait Sylvie. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 26 ans et elle 24, dans un grand magasin de bricolage, de tous les endroits possibles. J'essayais de réparer un tuyau qui fuyait dans mon tout premier appartement et je ne savais sincèrement pas ce que je faisais. Elle achetait de la peinture. Elle m'a indiqué le bon rayon sans même que je le lui demande, elle a juste vu mon air perdu et m'a accompagné. Nous avons discuté pendant 40 minutes dans ce magasin. Je l'ai invitée à dîner avant même qu'elle n'atteigne les caisses. Nous étions mariés 11 mois plus tard. Nous avons eu 2 enfants. Mon fils, Thomas, et ma fille, Céline. Ils ont grandi dans une maison en périphérie de Lyon que Sylvie et moi avons achetée quand Thomas avait 2 ans. 3 chambres, un grand jardin, et une véranda avec une balancelle que Sylvie repeignait tous les 2 ou 3 ans quand la couleur commençait à passer. Elle tenait à cette maison. Elle tenait à tout ce qui s'y trouvait. Pendant 30 ans, cette maison a été pleine. Du bruit, des odeurs de cuisine, des disputes pour la télé, des anniversaires, les grands repas du réveillon, le chien que nous avons eu pendant 14 ans et qui est enterré sous le chêne dans le jardin, oui, elle était pleine. Puis les enfants ont grandi, ils sont partis, et c'est devenu plus calme, ce qui était très bien. C'est l'ordre naturel des choses. Sylvie et moi nous sommes installés dans ce silence comme on s'installe dans un bon fauteuil. Il a fallu s'y habituer, mais finalement, ça nous allait bien. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que les coups de téléphone se fassent de plus en plus rares. Que les visites raccourcissent, que lors des fêtes de famille, ils viennent 3 heures, mangent et repartent avant même que le dessert ne soit terminé. Je me disais que c'était simplement la vie. Les gens sont occupés. Ils ont leur propre famille. Mais Sylvie m'a dit autre chose. Elle m'a dit, « Alain, nos enfants nous aiment quand ça les arrange. » Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais c'est arrivé. Elle l'a dit doucement, un soir de février, assise à la table de la cuisine pendant que je faisais la vaisselle. Elle l'a dit avec ce ton que l'on emploie quand on retient quelque chose depuis très longtemps et qu'on n'a finalement plus l'énergie de le garder pour soi. J'ai fermé le robinet. Je n'ai rien dit sur le coup parce que je ne savais pas quoi répondre. Je savais qu'elle avait raison. C'est juste que je ne voulais pas être celui qui le dirait à voix haute. Sylvie a été diagnostiquée 14 mois avant son décès. Un cancer des ovaires détecté trop tard. Les médecins ont été honnêtes avec nous dès le début, ce que j'ai apprécié, même si cela a brisé quelque chose dans ma poitrine qui, je crois, ne s'est jamais totalement refermée. Pendant ces 14 mois, Thomas est venu nous voir 3 fois. Céline est venue 2 fois. Je n'exagère pas ces chiffres. J'ai tenu le compte, non pas parce que je voulais des munitions, mais parce que j'espérais sans cesse que le compte augmenterait. Ils appelaient de temps en temps. Ils demandaient comment elle allait, et Sylvie répondait toujours qu'elle gérait, ou qu'elle passait une bonne semaine, ou que le nouveau traitement l'aidait. Elle les protégeait des mauvais jours. Même alors, même quand elle arrivait à peine à garder un verre d'eau, même quand elle ne pouvait pas sortir du lit,
elle décrochait le téléphone et leur disait qu'elle allait bien pour ne pas les inquiéter. J'avais l'habitude de m'asseoir à côté d'elle pendant ses appels et de l'écouter adoucir la vérité. Je lui tenais la main et je pensais à la personne qu'elle était, à quel point elle aimait ses 2 enfants, à tous les sacrifices qu'elle avait faits pendant 40 ans pour leur offrir une belle vie, de bonnes études, un bon départ. Une fois, après avoir raccroché avec Céline, elle m'a regardé et m'a demandé « Tu crois qu'ils savent à quel point je les aime ?» Oui, ai-je répondu. Ils le savent. Elle a hoché la tête et a regardé par la fenêtre. Je ne suis pas sûr qu'aucun de nous deux n'y croyait vraiment. L'enterrement a eu lieu un jeudi. En octobre, il faisait froid et gris. Le genre de journée qui semble approprié pour des funérailles mais qui, d'une certaine manière, rend tout encore pire. 41 personnes sont venues. Des amis de la paroisse, des voisins, quelques anciens collègues de Sylvie de l'école communale où elle avait travaillé comme bibliothécaire pendant 22 ans. Sa sœur avait fait le trajet depuis Grenoble. Thomas et Céline sont venus. Je veux être juste, ils étaient là, mais ils se sont assis à l'extrémité de la rangée réservée à la famille. Et j'ai remarqué pendant toute la cérémonie qu'ils regardaient leur téléphone. Pas constamment, juste assez pour que ça se voie. Et quand ça s'est terminé, Thomas a dit qu'il devait rentrer à cause du travail. Le mari de Céline avait déjà démarré la voiture. Je suis resté devant la tombe après que tout le monde ait quitté le cimetière. Les gens attendaient poliment à distance. Les nuages étaient descendus et ils commençaient à bruiner. Je suis resté là quand même. 40 ans. Elle et moi avions construit 40 ans de vie commune, et elle était dans la terre, et moi j'étais debout sous la pluie, tout seul. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là. Je pleurais depuis des semaines. Je crois que je m'étais vidé de toutes mes larmes aux alentours du 3e jour à l'hôpital, quand il est devenu clair qu'il n'y avait plus d'option. Au moment de l'enterrement, j'étais juste immobile, comme une maison après le passage d'une tempête. J'ai conduit jusqu'à chez moi. J'ai fait du café. Le mug fumait encore quand ils ont frappé. Il faut qu'on parle, a dit Thomas. J'ai reculé pour les laisser entrer. Sylvie aurait voulu que je le fasse. C'est la vérité. Nous nous sommes assis dans le salon. Thomas a pris le fauteuil. Céline s'est assise sur le canapé, ses lunettes de soleil enfin retirées, les mains croisées sur les genoux. Je me suis assis en face d'eux, dans la chaise près de la fenêtre. La chaise de Sylvie, techniquement, bien qu'elle m'aurait dit de ne pas y penser de cette façon. On a discuté, a commencé Thomas. Au sujet de la maison et de la succession de maman. Je l'ai regardé. On sait comment ces choses-là fonctionnent, papa. Maman possédait la moitié de la maison. Ça veut dire que sa part entre dans sa succession, ce qui veut dire qu'elle doit être divisée. J'ai dit, ta mère et moi avons été copropriétaires de cette maison pendant 31 ans. C'est exact. Mais maintenant qu'elle n'est plus là. Thomas s'est arrêté. L'enterrement de ta mère était hier, ai-je dit. Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, mais seulement un instant. On n'essaie pas d'être insensible. On pense juste qu'il vaut mieux régler ces choses-là pendant que tout le monde est encore calme et a les idées claires. Céline n'avait encore rien dit. Elle regardait les bibliothèques le long du mur, celles que Sylvie avait passé des années à remplir. Elle les regardait de la même manière que quelqu'un regarde des meubles dans une vente aux enchères. Elle estimait. On s'est dit, a poursuivi Thomas, que la solution la plus propre serait que tu vendes la maison. On divise le bénéfice en 3. Tu utilises ta part pour prendre un logement plus petit, peut-être te rapprocher de nous. Ou dans une résidence, a ajouté Céline. Les premiers mots qu'elle prononçait depuis qu'elle s'était assise. Je me suis tourné vers elle. Une résidence ? Une résidence senior autonome. Certaines sont vraiment très bien, papa. Tu aurais du monde autour de toi. Tu n'aurais pas à gérer tout ça tout seul. Elle a fait un geste de la main désignant la pièce. Les 31 années de notre vie. J'ai encaissé cela pendant 1 minute. Dehors, une voiture est passée dans la rue. Le chien de quelqu'un aboyait quelques maisons plus loin. Je veux que vous rentriez tous les deux chez vous, ai-je dit. Thomas a froncé les sourcils. Papa. Pas définitivement. Juste pour l'instant, rentrez chez vous. On pourra en parler dans quelques jours. On essaie juste d'être pragmatique. Je comprends très bien ce que vous essayez de faire, ai-je dit en me levant, et j'ai besoin que vous compreniez que j'ai enterré votre mère il y a 18 heures. J'aimerais que vous partiez maintenant.
Ils sont partis. Céline m'a serré le bras en sortant, et je ne me suis pas dégagé, même si une partie de moi en avait envie. Thomas a dit qu'il appellerait dans quelques jours. Sa voix avait le ton prudent de quelqu'un qui décidait s'il devait se faire entendre ou non. Je suis retourné dans la cuisine. Le café était froid. Je l'ai vidé dans l'évier et je suis resté longtemps à la fenêtre à regarder le jardin vide. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est ce que je savais déjà. 6 semaines avant la mort de Sylvie. 6 semaines, quand elle pouvait encore s'asseoir, quand nous avions encore de vraies conversations, quand elle était encore Sylvie dans tout ce qui comptait vraiment. Elle m'avait demandé de la conduire chez un homme nommé Maître Moreau. C'était un notaire qui avait son étude au premier étage d'un immeuble en pierre de taille en centre-ville. Elle avait pris rendez-vous elle-même. Je ai conduite. J'ai attendu dans la voiture parce qu'elle me l'avait demandé. Elle est restée à l'intérieur pendant presque 2 heures. Quand elle est ressortie, elle était fatiguée mais sereine. Elle s'est assise sur le siège passager, je lui ai tendu le thermos de thé que j'avais apporté, elle l'a tenu à 2 mains et a dit « C'est bon. Je m'en suis occupée ». Je lui ai demandé de quoi elle s'était occupée. Elle a répondu « De tout ce qu'il fallait ». Je lui ai demandé si je devais connaître les détails. Elle m'a regardé et a dit « Tu le sauras quand tu auras besoin de le savoir. Pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Je lui avais fait confiance pendant 40 ans. Je n'allais pas m'arrêter sur le parking d'une étude notariale. Alors, je l'ai ramenée à la maison, elle a fait une sieste sur le canapé, je me suis assis dans la cuisine pour lire, et on n'en a plus parlé. 3 semaines après l'enterrement, après que Thomas et Céline eurent appelé chacun 2 fois de plus, avec des voix de moins en moins patientes, j'ai reçu un appel de l'étude de Maître Moreau. Je me suis assis en face de lui dans un bureau qui sentait le vieux papier et la cire d'abeille. Il avait environ 65 ans, des lunettes de lecture sur le bout du nez, un bloc-notes jaune devant lui, même si tout était probablement enregistré sur son ordinateur. Les habitudes de certaines personnes sont plus anciennes que leur technologie. Il a fait glisser un document sur le bureau. Votre épouse a été très claire concernant ses volontés, a-t-il dit, et elle a pris des dispositions considérables pour s'assurer qu'elle soit inattaquable concernant la maison. Sylvie m'avait déjà transféré sa part de propriété de la maison entièrement et totalement avant sa mort par une donation au dernier vivant. L'acté avait été notarié et enregistré. Sa moitié était à moi. La maison était à moi. Mais ce n'était pas tout. Sylvie avait une assurance vie dont Thomas et Céline ignoraient l'existence. Elle l'avait discrètement alimentée pendant 19 ans, l'ajustant au fur et à mesure que son salaire de la bibliothèque le permettait. Le bénéficiaire, ce n'était pas moi. Les bénéficiaires étaient nos petits-enfants. Sylvie avait 3 petits-enfants. Les 2 enfants de Thomas, qui avaient 8 et 12 ans, et la fille de Céline, qui venait d'avoir 7 ans. Le contrat était structuré avec une clause spécifique pour que chaque petit enfant reçoive sa part à 25 ans, et non à 18 ans, avec des fonds disponibles avant cet âge uniquement pour des frais de scolarité ou des besoins médicaux justifiés. Sylvie avait également écrit une lettre pour accompagner les documents. Maître Moreau me l'a tendue, scellée. Elle a demandé que vous la lisiez en privé, a-t-il dit, et que vous décidiez vous-même de la partager ou non. J'ai conduit jusqu'à la maison avec cette enveloppe sur le siège passager. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. J'ai préparé le dîner, je l'ai mangé à la table de la cuisine, j'ai lavé mon assiette, je l'ai essuyée, je l'ai rangée. Ensuite, je me suis assis à table avec une tasse de déca et je l'ai ouverte. Je ne vais pas partager toute la lettre. Une partie reste entre Sylvie et moi, mais je vais vous en donner un passage, car c'est la partie qui explique tout. J'aime Thomas et Céline. Je veux que tu saches que c'est toujours vrai, même maintenant, même après tout ça. Mais je les ai regardés devenir des personnes qui confondent l'amour avec ce que l'amour peut leur apporter matériellement. Je ne sais pas où j'ai échoué, et j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Ce que je sais, c'est que je ne les laisserai pas te faire ce qu'ils s'entraînent à nous faire depuis des années. Tu as donné toute ta vie à cette famille. Ce qu'il reste de la mienne est à toi. Je suis resté assis avec cette lettre pendant un long moment. Puis je l'ai pliée soigneusement le long de ses plis d'origine et je l'ai remise dans l'enveloppe. J'ai appelé Thomas le lendemain et je lui ai demandé de passer. J'ai appelé Céline séparément et je lui ai demandé de venir aussi. Je leur ai dit la même chose à tous les deux, il y a des choses concernant la succession de votre mère que vous devez entendre. Ils sont venus un samedi matin. Thomas est venu seul. Céline a amené son mari, que je n'avais pas invité, mais j'ai laissé couler.
Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, ce qui me semblait juste. La cuisine était l'endroit où Sylvie avait vécu, où elle avait préparé tous les repas de fête que nous avions jamais eus, où elle s'était assise avec chacun des enfants pour les devoirs, les chagrins d'amour et les mauvaises décisions, où elle se tenait à la fenêtre les matins d'hiver pour regarder les oiseaux à la mangeoire qu'elle avait accrochée au poteau de la clôture. Je leur ai d'abord parlé de la maison. Le visage de Thomas a changé quand j'ai expliqué la donation de la part de propriété. Un infime changement, mais je connaissais ce visage depuis 39 ans. C'était le visage de quelqu'un qui est en train de recalculer. Quand a-t-elle fait ça? A demandé Céline. 6 semaines avant son décès. Et elle ne nous l'a pas dit. Non, ai-je répondu. Elle ne l'a pas fait. Céline a regardé son mari. Il l'a regardé en retour en haussant légèrement les sourcils, de cette façon qui transmet toute une conversation silencieuse. Papa, a dit Thomas, d'un ton désormais mesuré et prudent, quelque chose comme ça, fait juste avant sa mort alors qu'elle était malade. Il pourrait y avoir des questions sur le fait de savoir si elle avait toute sa tête pour. Maître Moreau a fait certifier sa capacité mentale par 2 médecins indépendants au moment de la signature, ai-je coupé. Il avait anticipé cette question. Silence. Je leur ai parlé de l'assurance vie. Thomas a demandé les montants. Je les lui ai dit. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, donc ça va directement aux petits-enfants, en nous contournant. C'était l'argent de ta mère. J'ai répondu, c'était son contrat à son nom. Elle pouvait le destiner à qui elle le souhaitait. Est-ce qu'on peut contester ça? J'ai regardé mon fils, cet homme qui avait les yeux de sa mère, qui avait conduit 3 heures pour venir à l'enterrement de sa mère, et qui avait ensuite tapoté sa montre avant la fin de la réception. Tu peux essayer, ai-je dit. Maître Moreau dit que ce serait très coûteux, qu'il y a très peu de chances d'aboutir, et que ça se ferait sur la place publique. Nouveau silence. Céline a commencé à pleurer. Je ne dis pas ça pour être cruel. Je crois que ses larmes étaient sincères. Elle avait aimé sa mère de la façon dont les gens aiment les choses qu'ils tiennent pour acquises. Sincèrement mais négligemment. Quand la chose disparaît, l'amour n'a soudainement plus nulle part où aller et il ressort brutalement. Elle devait être tellement en colère contre nous, a dit Céline. J'ai pensé à la lettre sur l'étagère du haut de mon placard. Elle n'était pas en colère, ai-je dit. Elle était fatiguée. Ils sont partis 1 heure plus tard, sans la même énergie qu'il avait eue le matin qui a suivi l'enterrement. Quelque chose s'était éteint en eux. Ou peut-être était-ce simplement que le calcul qu'ils faisaient en arrière-plan, celui sur ce qui leur était dû, avait finalement donné un résultat auquel ils ne s'attendaient pas. Thomas s'est arrêté à la porte et a dit, « Je suis désolé, papa, pour tout ça. » Je l'ai cru. Je crois que la plupart des gens sont désolés, au bout du compte. Je pense juste qu'être désolé et changer sont 2 choses différentes, et laquelle des 2 ressort d'un moment comme celui-ci dépend entièrement de la personne. Je lui ai dit qu'on se verrait à Noël. Je le pensais sincèrement. Céline m'a serré dans ses bras à la porte plus longtemps que d'habitude. Sa fille, ma petite fille, avait son audition de piano le week-end suivant, m'a-t-elle dit. Elle espérait que je viendrais. J'y serai, ai-je dit. Et j'y suis allé. Il y a une fin à cette histoire, cependant. Bien que je ne sois pas sûr que fin soit le bon mot. La vie ne se termine pas vraiment. Elle change simplement de poids. J'ai gardé la maison. Évidemment, on ne tourne pas le dos à 31 ans de vie juste parce que 2 enfants adultes ont mal fait leurs calculs. J'ai réparé la gouttière du côté nord qui commençait à se détacher de la façade. J'ai repeint la balancelle de la véranda, avec la même couleur que Sylvie utilisait toujours, un bleu horizon très doux que j'ai trouvé en emportant un vieil éclat de peinture au magasin de bricolage pour leur demander de reproduire la teinte. Je me suis beaucoup assis sur cette balancelle ce premier hiver. Les nuits froides, la plupart du temps emmitouflé dans cette vieille veste en velours que j'ai depuis mes 50 ans. À regarder le quartier s'endormir. À penser à Sylvie de la façon dont on pense à quelqu'un quand il est devenu une partie de l'air qui vous entoure. Pas exactement comme un souvenir, plutôt comme une présence qui aurait changé de forme. Les petits-enfants sont venus me voir plus souvent cette année-là qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Je ne pense pas que Thomas ou Céline l'aient orchestré intentionnellement, mais peut-être qu'ils se sont dit que ça ne pouvait pas faire de mal. Quoi qu'il en soit, j'étais heureux de les avoir. Mon petit-fils aîné a commencé à me poser des questions sur le travail du bois. Alors, nous avons installé un petit établi dans le garage et j'ai commencé à lui apprendre les bases, le maniement du rabot le samedi matin.
Ma petite fille, celle qui fait du piano, me joue un morceau à chaque fois qu'elle vient, debout dans le salon. Très sérieuse, très précise. Puis elle lève les yeux vers moi après la dernière note pour voir mon visage. Je m'assure toujours que mon visage vaille la peine qu'on lève les yeux vers lui. Étais-tu en colère? Est une question qu'on me pose parfois. Enfin, pas littéralement, mais j'ai entendu des versions dans ma propre tête, avec la voix de Sylvie, avec les voix des voisins et des amis. Étais-je en colère? Suis-je en colère? Honnêtement, moins que vous ne le pensez. Je suis triste de ce que mes enfants sont devenus. Je suis triste des années que Sylvie a passées à arrondir les angles avec eux. Je suis triste des coups de téléphone qu'elle passait depuis son lit d'hôpital, pour leur dire qu'elle allait bien alors qu'elle n'allait pas bien du tout. Je porte cette tristesse. Elle ne disparaît pas. Mais je suis debout dans ma propre cuisine chaque matin. Je me promène dans le jardin jusqu'aux chênes. Et je pense aux chiens enterrés là. Et je pense à Sylvie et je pense à 31 ans de dîners, de disputes et de soirées ordinaires. Et je me dis que j'ai eu une belle vie. Une vie sincèrement belle. Pas parfaite. Pas sans douleur, mais belle. Sylvie savait ce qu'elle faisait cet après-midi-là dans le bureau de Maître Moreau. Elle me protégeait comme elle avait toujours protégé les gens qu'elle aimait. Discrètement, totalement, sans avoir besoin d'en tirer le moindre mérite. Elle l'a fait une dernière fois, et ça a marché. C'est le genre de femme qu'elle était. C'est le genre de femme qu'elle a toujours été. Je vais aller vérifier la balancelle de la véranda maintenant. La peinture devrait être sèche. J'ai beaucoup repensé à ce que Sylvie a réellement fait cet après-midi-là dans le bureau du notaire. Pas la partie légale, la partie humaine. Elle était malade. Elle était fatiguée d'une manière que je ne pouvais pas totalement saisir, peu importe à quel point je m'asseyais près d'elle. Et au lieu de dépenser l'énergie qui lui restait dans l'amertume ou en essayant de réparer Thomas et Céline avec des mots qui, de toute façon, ne les auraient pas atteints, elle a fait quelque chose de discret, de permanent et d'intelligent. Elle y a réfléchi. Elle a planifié. Elle a protégé. Ce n'est pas de la chance. C'est la force de caractère construite tout au long d'une vie. Je pense aux causes et aux conséquences de tout cela plus que je ne l'aurais cru. Pas dans un sens religieux. Je ne parle pas de l'univers qui équilibrerait un grand registre cosmique. Je parle de quelque chose de plus pragmatique, de plus humain. La façon dont vous vivez détermine ce que vous laissez derrière vous. Sylvie a passé 40 ans à être le genre de personne qui est présente, qui anticipe, qui aime les gens même quand ils rendent les choses difficiles. Et quand le moment qui comptait vraiment est arrivé, elle avait des ressources où puiser. Elle avait construit quelque chose de vrai. On ne peut pas simuler ça à la fin. Soit c'est là, soit ça ne l'est pas. Thomas et Céline avaient fait des choix, eux aussi, pendant des années. Des petits choix la plupart du temps, ne pas appeler, partir tôt, calculer. À chaque fois qu'il traitait une visite comme une obligation, il décidait secrètement du genre de personne qu'il était en train de devenir. On n'arrive pas à la table de la cuisine, le lendemain matin de l'enterrement de sa mère, en exigeant sa part de la maison, à moins de s'être exercé à ce mode de pensée pendant très longtemps. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça s'accumule. Je ne dis pas qu'ils sont perdus. Je ne le crois sincèrement pas. Les excuses de Thomas à la porte ce samedi-là, je crois qu'elles étaient vraies. L'étreinte de Céline était vraie. Les gens peuvent se remettre en question quand le calcul final s'avère faux. Ce que j'espère, c'est que cette prise de conscience restera, qu'elle changera quelque chose pour l'avenir, et pas seulement pour le passé. Quant à moi, j'ai appris quelque chose sur ce que signifie rester inébranlable. Il y a eu des moments, dans ces premières semaines après la mort de Sylvie, où le chagrin était si lourd que je ne pouvais pas imaginer avoir une conversation avec qui que ce soit, et encore moins m'asseoir à une table en face de mes propres enfants pendant qu'ils parlaient de mètres carrés et de parts d'héritage. Mais je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas explosé de colère. Je me suis assis dans le fauteuil de Sylvie et j'ai écouté. Et puis je leur ai demandé de partir, et c'était suffisant pour cette journée. La constance est une forme d'intelligence. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que lorsque l'on ne réagit pas avec la pire version de soi-même, lorsque l'on tient bon sans cruauté, on laisse à la situation l'espace nécessaire pour se résoudre en quelque chose d'authentique. Sylvie le savait. Elle a vécu ainsi toute sa vie. Je l'ai regardée faire pendant 40 ans, et il a fallu qu'elle parte pour que je finisse par l'apprendre. Les petits-enfants viennent le samedi, maintenant. Mon petit-fils commence à être doué avec le rabot à main.
Ma petite fille a joué un morceau de Chopin la semaine dernière, debout dans le salon en chaussettes, complètement concentrée. Et quand elle a levé les yeux après la dernière note, je me suis assuré que mon visage lui montre exactement ce que je ressentais. C'est ça, le fil conducteur, ce n'est pas la maison, ni l'acte de propriété, ni ce que Thomas et Céline ont obtenu ou non. Le fil conducteur, c'est ce garçon de 8 ans qui apprend à suivre le grain du bois et cette petite fille de 7 ans qui a besoin de quelqu'un dans la pièce dont le visage vaut la peine qu'on lève les yeux vers lui. Sylvie s'est assurée que je sois encore là pour ça. C'est à ça que Jen revient toujours. C'est à ça que je pense sur la véranda quand la nuit commence à tomber.